Je m'appelle Camille Fournier, j'ai 38 ans, et je crois que j'ai passé la moitié de ma vie à attendre quelque chose, ou quelqu'un. Je vis à Paris, dans un appartement modeste au 5e étage d'un vieil immeuble de Montmartre. Sans ascenseur, avec des escaliers grinçants et des murs qui sentent l'humidité quand il pleut. Ça fait presque 13 ans que je suis là. Je suis éditrice dans une petite maison spécialisée dans les romans oubliés. Les manuscrits sans fin, les histoires abandonnées à la page 112. Je suis celle qui termine ce que d'autres n'ont pas eu le courage de finir. Et pourtant, ma propre vie, ma propre histoire, est restée suspendue. Il y a 10 ans, j'étais amoureuse. Amoureuse comme on l'est à 28 ans. Sincèrement, silencieusement, totalement. Il s'appelait Julien. Julien Martin, c'était mon voisin, 2 étages en dessous. Il portait toujours les mêmes bottes en cuir noir. Il avait ce rire qui vous donne envie de rire aussi, même quand vous avez envie de pleurer. On se croisait au café en bas, on lisait les mêmes livres, on finissait les phrases de l'autre, mais jamais, jamais je ne lui ai dit que je l'aimais. Je crois qu'au fond de moi, je pensais qu'il le savait, ou qu'il finirait par le deviner, mais il n'a jamais demandé. Et moi, je n'ai jamais parlé. En 2015, il a reçu une offre, un poste à Montréal, un contrat de 2 ans dans un cabinet réputé. Il est venu me voir, un soir, avec cette lumière dans les yeux qu'ont les gens qui croient encore aux grandes aventures. Il m'a dit « Je pars dans un mois ». Je me suis contentée de sourire. Je lui ai dit que j'étais heureuse pour lui. Et je l'étais. Mais j'étais aussi terrifiée. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre. 13 pages, sans rature, sans pause. J'ai tout vidé. Ce que je n'ai jamais osé lui dire. Depuis le premier café, jusqu'au dernier silence. Je me souviens encore du poids de cette enveloppe dans mes mains. Je l'ai regardée pendant des heures. Je l'ai posée sur mon bureau. Je me suis levée. Je me suis recouchée. Et finalement, je ne l'ai pas envoyé. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Peur de changer quelque chose. Peur de le perdre autrement. Peur de moi-même. Julien est parti. Il a envoyé 2 cartes postales les 6 premiers mois, puis plus rien. Je me suis accrochée à la routine, le travail, les manuscrits inachevés, les histoires des autres. J'ai refusé de tomber amoureuse. Je me suis dit que j'attendais, mais je ne savais pas quoi. Et la lettre, elle est restée là, dans le tiroir du bas, enfouie sous des papiers inutiles, des carnets pleins de listes jamais suivies. Parfois je la relisais, juste pour me rappeler qu'à un moment de ma vie, j'avais eu assez de courage pour écrire, même si je n'avais jamais eu celui d'envoyer. Les années ont passé, la ville a changé, les voisins aussi. Julien est devenu un souvenir flou, un prénom que je n'osais plus prononcer, même dans ma tête. Jusqu'à ce jour, le mois dernier, je triais mes affaires, je voulais faire de la place, pas dans l'appartement, dans ma vie. Et je suis tombée sur la lettre, toujours dans son enveloppe, toujours intacte. Quelque chose en moi a cédé. Je n'ai pas réfléchi. J'ai collé un timbre. J'ai noté l'adresse professionnelle de Julien. Une adresse à Lyon que j'avais trouvée un jour, par hasard, en ligne. Je suis sortie. J'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres. J'ai glissé l'enveloppe dans la fente. Et au moment où elle a disparu, j'ai senti un vide, puis un soulagement. C'était fini. Je croyais que c'était fini. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que parfois, les lettres qu'on n'envoie jamais peuvent revenir et changer tout ce qu'on pensait avoir enterré. 3 semaines, c'est le temps qu'il a fallu. Je l'avais presque oubliée, cette lettre. Je croyais qu'elle s'était perdue dans les couloirs poussiéreux d'une poste de province, ou qu'elle avait atterri dans une corbeille, lue par un assistant qui n'y comprendrait rien. Mais ce matin-là, en rentrant du marché, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Une enveloppe épaisse, blanche, avec mon nom, mon adresse, écrit de ma propre main. J'ai senti mon cœur rater un battement. Je suis remontée sans prendre l'ascenseur, comme toujours, mais cette fois, les marches me semblaient interminables. Mes mains tremblaient, je reconnaissais cette écriture. C'était la mienne. Arrivée chez moi, je me suis assise sur le bord du canapé. J'ai ouvert l'enveloppe, et là, ce n'était pas seulement ma lettre. Il y avait un faire-part de mariage. Papier ivoire, dorure élégante, calligraphie impeccable, et ce nom, Julien Martin. Julien allait se marier. Je suis restée figée, les mots dansaient,
Mes yeux refusaient d'y croire, mais c'était bien là, lui. Son nom, une date, un lieu. Lyon, le 17 mai, une cérémonie intime dans une vieille église au bord du Rhône. Et puis, glissée entre le papier du faire-part et ma lettre, une petite note. Un simple bout de papier plié en deux. Écriture fine, inconnue. Tu aurais dû l'envoyer plus tôt. Pas de signature, pas de prénom, pas d'explication. Juste cette phrase. Comme un coup de poing dans le ventre, comme une gifle déguisée en conseil. Je me suis levée, j'ai fait quelques pas dans l'appartement, et puis je me suis mise à rire. Un rire nerveux, un peu hystérique. 10 ans. 10 ans d'attente muette. 10 ans de silence. Et quand enfin je décide de lui dire « Il est trop tard », j'ai posé le faire-part sur la table. Je l'ai regardé pendant des heures. Je n'arrivais pas à penser. Ou plutôt, je pensais trop, à tout, à rien, à chaque moment qu'on avait partagé, à tout ce que j'aurais pu dire, mais que je n'ai jamais eu le courage de prononcer. La question tournait en boucle. Qui m'avait envoyé ce faire-part? Julien lui-même. Un ami. La future mariée. Un employé de son cabinet tombé par hasard sur ma lettre. Je n'en savais rien, mais une autre question me hantait davantage. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce retour? Pourquoi cette phrase? Pourquoi cette violence douce? Ce rappel cruel du temps perdu? Je me suis allongée sur le lit, la lettre entre les mains. Je l'ai relue. Chaque mot, chaque virgule, chaque battement d'amour écrit dans le silence. Et puis, sans prévenir, quelque chose en moi s'est réveillé. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du regret, c'était plus brut, plus instinctif. Une décision, folle, spontanée. Je devais y aller, je devais le voir, juste une fois, même de loin, même s'il ne me reconnaissait pas. Je devais savoir si ce que j'avais ressenti toutes ces années avait été réel, savoir si mes mots, si tardifs soient-ils, avaient encore un poids, ou s'ils n'étaient que le murmure d'un amour imaginaire. Le 17 mai, il restait 10 jours. 10 jours pour affronter ce que j'avais fui pendant une décennie. 10 jours pour faire la paix avec celle que j'étais avant, et celle que je devenais enfin. Le 17 mai est arrivé, trop vite, trop lentement, les deux à la fois. Pendant 10 jours, j'ai hésité. Chaque matin, je me réveillais en me disant « Non, ce serait ridicule ». Et chaque soir, je retombais sur le faire-part, posé sur ma table comme un rappel silencieux. Alors ce matin-là, j'ai enfilé une robe bleu marine. Simple, classique, j'ai attaché mes cheveux en chignon, pas pour être belle, mais pour me fondre, pour ne pas attirer l'attention. Je ne voulais pas exister, je voulais juste voir, constater, tourner la page. Je suis montée dans un train pour Lyon, assise côté fenêtre, mon cœur battait comme s'il cherchait à fuir par ma gorge. Le trajet a duré 2 heures, mais dans ma tête, le temps s'était arrêté. Je me suis rendue à l'église, Saint-Jean-de-Maurienne, une vieille bâtisse en pierre grise, cachée derrière des ruelles pavées, des lanternes suspendues au mur, un tapis rouge déjà déroulé, des invités en costume, en robe pastel. Tout le monde souriait, tout le monde parlait bas. Et moi, j'étais là, un fantôme dans leur décor parfait. Je suis restée au fond, derrière une colonne, presque invisible. Puis il est apparu, Julien, costume noir, cravate sobre, le même regard, mais un peu plus fatigué, quelques rides au coin des yeux, un peu moins d'assurance qu'avant. Et puis, elle, la mariée, une femme blonde, élégante, un voile long, un sourire lumineux, tout semblait parfait, trop parfait. Les invités se sont levés, la musique a commencé, et le prêtre a entamé la cérémonie. Chaque mot résonnait comme un écho, lointain, flou, comme si je n'étais pas vraiment là, jusqu'au moment où tout a basculé. Le prêtre a posé la question rituelle. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. J'ai retenu mon souffle. Mes mains étaient froides. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Et puis, une voix, pas la mienne, une voix de femme, forte, tranchante. Oui, moi! Un frisson a parcouru l'église. Tous les regards se sont tournés vers l'allée centrale. Une femme s'est levée. Je ne l'avais jamais vue. Brune, grande, sûre d'elle. Julien m'a demandé en mariage il y a 6 mois.
Il m'a supplié de l'attendre. Et maintenant je découvre qu'il épouse quelqu'un d'autre. Silence, Glacial, Chalk! La mariée a blêmi. Julien a reculé d'un pas. Le prêtre a bafouillé quelque chose. Moi je n'ai pas bougé. Je suis restée cachée dans l'ombre, tétanisée, muette, comme toujours. Mais cette fois, ce n'était pas mon drame, c'était le sien. Et étrangement, j'ai ressenti une forme de soulagement. Je n'étais pas seule à avoir été trahie par le silence. Je n'étais pas la seule à avoir aimé quelqu'un qui portait des masques. La mariée a quitté l'église sans un mot. Les invités chuchotaient. Julien est resté debout, immobile. J'ai quitté l'église, sans me faire remarquer, sans bruit, mais avec le cœur plus léger qu'en entrant. Sur le parvis, la pluie a commencé à tomber, fine, triste, parfaite. Je me suis assise sur un banc en pierre et j'ai regardé le ciel gris. Je n'ai pas pleuré. Je crois que pour la première fois depuis 10 ans, je n'avais plus rien à pleurer, plus rien à espérer non plus. Juste, moi, enfin moi, je pensais que tout était terminé, que cette scène étrange, surréaliste, dans cette vieille église de Lyon, serait le point final, une boucle refermée, une page tournée. Mais 3 jours plus tard, un colis m'attendait devant ma porte. Pas un colis ordinaire, un objet familier, une boîte en bois, petite, rectangulaire, gravée des initiales C&J, Camille et Julien. Mon souffle s'est bloqué. Je n'avais pas vu cette boîte depuis plus de 10 ans. Elle datait de nos années étudiantes. On y mettait des souvenirs tickets de concerts, coquillages ramassés à Deauville, photos instantanées, mots griffonnés au dos de serviettes de café. Je l'ai prise dans mes mains, doucement, comme si elle pouvait se briser, comme si elle contenait encore une version intacte de nous. Je l'ai posée sur la table et je l'ai ouverte. Elle était vide, sauf pour un petit objet au fond, une clé USB noire, sans étiquette, sans mot d'explication. Mon cœur s'est remis à cogner, lentement, lourdement. Je l'ai inséré dans mon ordinateur, l'écran s'est illuminé, un seul fichier, nom audio Camille MP3. J'ai cliqué, et la voix de Julien a envahi la pièce. Camille, si tu écoutes ceci, c'est que j'ai tout gâché, ou peut-être que j'essaie encore une fois de ne pas tout perdre. J'ai fermé les yeux. Sa voix, un peu plus grave, un peu plus lasse, mais toujours la même. J'ai reçu ta lettre. Je ne sais pas qui me l'a renvoyée, ni pourquoi maintenant. Mais je l'ai lue, chaque mot, chaque ligne, et j'ai pleuré, comme un enfant. Tu ne sauras jamais combien de fois j'ai espéré que tu me retiendrais, combien de fois j'ai attendu une raison de rester. Mais tu n'as rien dit. Alors j'ai cru que tu ne voulais pas. Et j'ai construit une vie sur ce malentendu. Une vie vide, froide, ordonnée. J'ai aimé, oui, mais pas comme toi, pas comme nous, parce que ce que j'ai eu avec toi, ce n'était pas ordinaire. C'était silencieux, mais immense, et je l'ai abandonné. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande rien, en fait. Je veux juste que tu saches que je t'ai aimé et que je t'aime peut-être encore. Mais maintenant, je suis fatiguée. Fatiguée de courir après les bonnes décisions. Fatiguée de prétendre que tout va bien. Je ne sais pas ce que tu veux faire de cette boîte. Peut-être la jeter, peut-être la garder. Mais si un jour tu veux me revoir, je suis là. Pas pour réécrire l'histoire, mais pour la lire, ensemble, une dernière fois. Fin de l'enregistrement. Je suis restée figée, les mains glacées, le souffle court. J'ai réécouté 3 fois, puis j'ai refermé l'ordinateur. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Il y avait trop de choses à ressentir d'un coup, trop d'années en apnée qui revenaient d'un seul souffle. Il m'aimait encore. Mais qu'est-ce que cela changeait vraiment? Avais-je encore envie d'aimer cet homme? Ou aimais-je seulement le souvenir que j'avais de lui? Je me suis levée. J'ai pris la boîte. Je l'ai serrée contre moi. Et pour la première fois depuis des années, j'ai parlé à voix haute. Je ne suis plus celle que tu as laissée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Ou peut-être que si, par instant. Mais c'était un sommeil étrange, flottant, où sa voix résonnait encore. Le lendemain matin, j'ai préparé un sac, pas grand-chose, un livre, une écharpe, un carnet vierge et la boîte. Toujours la boîte. Je ne l'avais pas appelé, je ne lui avais pas écrit, mais au fond de moi, je savais où le trouver. Il y a des silences qui savent guider, il y a des absences qui parlent plus fort qu'une adresse. Je suis retournée à Lyon, sans raison claire,
sans plan, juste avec cette impression que s'il me restait une chose à faire dans cette histoire, c'était maintenant. Il logeait dans un hôtel discret, à 2 rues de la vieille église. Je suis restée dehors quelques minutes, à regarder la façade, à respirer lentement. Puis, j'ai poussé la porte. La réceptionniste m'a indiqué sa chambre sans poser de questions. Je crois que mon regard suffisait. Ou peut-être qu'elle savait. J'ai monté les escaliers. Chaque marche résonnait comme un battement de cœur. Arrivée devant la porte 204, j'ai hésité. Et puis j'ai frappé 3 coups, secs. Quelques secondes, puis la porte s'est ouverte. Julien, il avait changé, oui, mais pas comme je l'imaginais. Il n'était pas brisé, il n'était pas dramatique. Il était fatigué, humain, vrai. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. Puis il a murmuré « Tu es venu ?» J'ai hoché la tête. Je suis entrée. La chambre était simple, propre, un lit défait, une veste jetée sur une chaise, une tasse de café à moitié vide, et sur la table, ma lettre, pliée, ouverte, lue. Je me suis assise, j'ai posé la boîte devant lui. « Je viens te la rendre », ai-je dit. Ma voix était calme. Il a frôlé le bois du bout des doigts, puis il m'a regardé. Longtemps. Camille, je ne sais pas quoi dire. Je l'ai interrompu. Moi, si. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. De là, on voyait le Rhône, gris, silencieux. Tu m'as aimé, peut-être. Moi, je t'ai aimé longtemps, et j'ai attendu, pas toi, moi, j'ai attendu que le monde se retourne, que le passé change. Mais il ne change pas, il reste là, figé. Et aujourd'hui, je ne sais plus si c'est toi que j'aimais, ou l'idée de ce que tu aurais pu être. Il n'a rien dit. Ses épaules se sont affaissées. Je me suis retournée, je l'ai regardé, et j'ai ajouté, doucement, « Tu ne me dois rien. Je ne te dois rien non plus. » Mais je suis venue pour me rendre libre, et pour te rendre libre aussi. Je lui ai tendu un papier, une autre lettre, mais celle-ci, courte, juste une phrase. Ce n'est pas l'amour qui manque, c'est le moment. Il a lu et il a compris. Je suis partie, sans pleurs, sans regrets. Dans le couloir de l'hôtel, j'ai senti mon cœur plus léger, pas vide, mais apaisé. J'avais fini quelque chose, enfin. Je suis rentrée à Paris le soir même. Le train roulait à vive allure. Mais à l'intérieur de moi, tout était lent, étrangement calme. Je regardais les paysages défiler, les champs, les lumières des petites villes, les visages endormis des passagers autour de moi, et je me demandais, qu'est-ce qu'il reste quand une histoire s'achève, sans drame, sans cri, sans fin tragique? Il reste ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne vivra jamais. Il reste l'écho d'un baiser qu'on n'a jamais échangé, l'image d'un nous qui n'a existé que dans une lettre jamais envoyée. Mais il reste aussi autre chose, quelque chose d'indescriptible, l'espace, l'air, le vide, oui, mais un vide qui respire, un vide qui fait de la place. J'ai dormi cette nuit-là, profondément, pour la première fois depuis des années. Je n'ai pas rêvé de lui. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose de simple, mais essentiel. J'ai ouvert les fenêtres de mon appartement, grand. Les rideaux ont volé, l'air frais de mai est entré. Puis j'ai pris la boîte, celle que je lui avais rendue, mais qu'il m'avait discrètement glissée dans mon sac. Un geste muet, un au revoir silencieux, peut-être même un remerciement. Je l'ai ouverte, et cette fois, j'ai décidé quoi en faire. J'ai vidé son contenu, j'ai brûlé certains souvenirs, j'en ai gardé d'autres, et dans l'espace vide, j'ai glissé une photo de moi, seule, à Montmartre, et un petit mot. Je commence. Ce jour-là, j'ai marché longtemps dans les rues de Paris, j'ai redécouvert des coins oubliés, des librairies où je n'étais plus allée depuis des années. J'ai parlé avec une bouquiniste au bord de la Seine. J'ai acheté un roman d'occasion et un carnet vierge. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait du thé et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, pas un aveu, un roman, une histoire, la mienne. Pendant des années, j'ai mis les mots des autres en lumière. J'ai corrigé, conseillé, complété. Maintenant, c'était à moi. Écrire sans attendre de réponse, écrire sans besoin d'être lu, écrire pour se reconstruire. Chaque matin, je me levais, faisais du café et écrivais. Des heures, entières,
parfois en silence, parfois en écoutant la pluie tomber sur les toits. Je racontais tout, pas seulement Julien, mais moi, mes attentes, mes erreurs, ma solitude choisie et cette femme que je devenais. 3 mois plus tard, j'ai envoyé le manuscrit à une maison d'édition, sans y croire vraiment. 1 mois après, ils m'ont appelé, ils ont aimé. Vraiment. Le livre est sorti en janvier, il s'intitulait Lettres non envoyées, évidemment. Je n'ai pas mis de nom, pas de ville, juste des émotions, des vérités, des silences. Et à ma grande surprise, il a trouvé ses lecteurs. Beaucoup, trop, peut-être. Un matin, une journaliste m'a demandé Camille, est-ce une histoire vraie? J'ai souri et j'ai répondu, toutes les histoires sont vraies, quelque part, même celles qu'on n'a jamais vécues. Aujourd'hui, je m'appelle toujours Camille Fournier. Mais je ne suis plus celle qui attend une lettre, un appel, un signe. Je ne suis plus cette femme qui écrit sans jamais envoyer, qui aime sans jamais dire. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Pas meilleure, pas plus forte, mais plus vraie, plus alignée avec ce que je ressens. Et surtout, libre. Julien, je ne l'ai plus revu. Il ne m'a jamais recontacté après cette journée à l'hôtel. Je crois qu'il a compris que parfois, la plus belle chose que l'on puisse offrir à quelqu'un, c'est la paix du silence. Je ne lui en veux plus, je ne m'en veux plus. Non plus, ce qu'on a eu, c'était beau, même si ce n'était pas à la bonne époque. Il m'a aimé, je l'ai aimé, et cela suffit. On ne vit pas tous les amours pour les garder. Certains nous traversent, nous transforment, et nous laissent différents, plus conscients, plus complets. Aujourd'hui, j'écris toujours, j'enseigne aussi, j'aide d'autres femmes à écrire leur histoire, à mettre en mots leurs blessures, leur renaissance. Et souvent, je commence par cette question « Quelle lettre n'as-tu jamais envoyée ?» Et les yeux s'embuent, les lèvres tremblent, les silences s'ouvrent. Parce qu'au fond, nous avons tous une lettre quelque part, un mot qu'on a gardé, un adieu qu'on a tu, un je t'aime trop tardif ou trop effrayé. Mais il n'est jamais trop tard pour se dire les choses, même si c'est à soi-même. Surtout si c'est à soi-même. Aujourd'hui, je vis seule. Et j'en suis heureuse. Pas par dépit, par choix, par gratitude. Je me réveille chaque matin sans attente. Et ce vide-là est plein de promesses. Je marche, je lis, j'écoute le monde avec une oreille nouvelle. Je parle moins, mais j'entends mieux. Je vois plus et j'écris, toujours, encore. Et si tu m'écoutes maintenant, toi qui entends ma voix, toi qui as peut-être, toi aussi, une lettre cachée au fond d'un tiroir. Je veux te dire ceci. Tu n'as pas besoin d'une réponse pour avancer. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour t'aimer toi-même. Tu n'as pas besoin d'être choisi pour te choisir. Alors, prends ce carnet, prends ce moment et écris, pas pour être lu, pas pour plaire, mais pour respirer, pour libérer, pour commencer. Parce que parfois, le seul véritable commencement, c'est la fin qu'on accepte enfin de vivre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Et si cette histoire t'a touché, si tu t'y es retrouvé un peu, beaucoup, alors, laisse-moi un commentaire, dis-moi ta lettre ou ton silence. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne, parce qu'ici, on raconte ce qu'on n'ose pas toujours dire ailleurs. Et parfois, une histoire entendue au bon moment peut devenir la tienne.